Et nous y voilà. On va parler aujourd'hui d'un sujet passionnant avec Benjamin Louvet. Salut Benjamin, ça va ? Bonjour. Oui, ça va bien. Bon, on va parler d'un sujet dont j'ai pas parlé depuis longtemps ici sur la Martingale, mais je te disais à l'instant que j'avais enregistré mon dernier épisode de Génération du Yourself, mon autre podcast, avec Jean-Marc Jancovici, qui est une des stars de cet univers. Alors moins sur le côté financier, investissement et l'impact, on va dire, économique de tout ça, plus sur l'impact de la planète. Mais voilà, les matières premières, les énergies, tout ce qui va autour de tout ça, en termes de politique, géopolitique, de terre, de géologie, de plein de choses. Enfin, ça implique énormément de choses, d'industrie. Enfin, voilà. Toi, c'est ton dada, Benjamin. Tu connais tout ça comment, en fait, chez Ophi Invest ? En fait, moi, avant d'être chez Ophi Invest, j'avais créé ma propre société de gestion. D'accord. Qui s'appelait Prime Finance. Et on s'était fait une spécialité au départ de faire des gestions de hedge funds. Et on s'est rendu compte que vendre des gestions de hedge funds en France, c'est très compliqué parce que les investisseurs sont rassurés par le fait qu'il y a un pilote dans l'avion. Nous, on avait fait des gestions entièrement automatisées. Et ça se vend pas très très bien en France. Donc on a cherché ce qu'on savait faire de bien et qui n'était pas trop développé. On s'est rendu compte que... Je peux t'arrêter juste. Est-ce que, selon toi, tu fais mieux avec un pilote automatique qu'avec un pilote humain ? Alors, c'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures. Au-delà de la perception externe. Au-delà de ça, moi, je trouve que le côté pilote automatique est extrêmement rassurant. Parce que comment ça fonctionne, une gestion comme celle-là ? En fait, ce que tu fais, c'est que tu réfléchis avant et tu te donnes des règles. Ouais. Et en fait, tu te tiens à ces règles, systématiquement. Ce qui fait que tu te réveilles, tu arrives au bureau, tu t'es engueulé avec ta femme, tu as un problème avec ma femme. Parce que ton père est pas en forme ou n'importe quoi, ou que tu as un de tes enfants qui est malade et tu es contrarié, ça peut affecter ton raisonnement et ton comportement sur les marchés. Là, tu ne te poses pas de questions. Tu as réfléchi avant, s'il se passe ça, je fais ça, s'il se passe ça, je fais ça. Toutes les règles sont claires et elles sont appliquées de façon systématique. Et je trouve ça très rassurant parce que du coup, tu peux regarder dans le passé si tu avais appliqué cette méthode et voir de façon systématique qu'est-ce que ça donne. Et tu as une mesure qui est tangible. Donc si tu continues comme ça sur le long terme, normalement, ça se passe bien. Donc je trouve que c'est plutôt une solution assez confortable en réalité. Mais beaucoup d'investisseurs aiment bien qu'on puisse leur raconter pourquoi on a pris telle décision, pourquoi on a pris telle autre décision, ce qui n'est pas forcément facile quand tu mets en place une gestion complètement automatisée. Donc, c'était difficile à vendre, et donc on a cherché dans les différentes choses qu'on faisait, ce qu'on faisait qui pouvait intéresser. Bon, on s'est dit, les marchés actions, il y a déjà plein de monde. Innover, c'est compliqué, les marchés obligataires aussi. Et puis on s'est dit, les matières premières, c'est intéressant. Et alors je vais être tout à fait honnête avec toi, en fait, c'est un de mes associés à l'époque qui m'a dit, et si on faisait des fonds sur les matières premières, juste des fonds qui permettent de s'exposer aux matières premières. Je lui ai dit, c'est complètement con comme idée. Parce que si je veux m'exposer aux matières premières, j'achète un futur et un contrat à terme, et puis comme ça, je m'expose. Il m'a dit, attends, c'est pas si simple que ça, parce que moi, j'ai des clients privés. D'abord, la plupart des contrats à terme sur matières premières, ils sont en dollars. Et il y a des banques qui ne veulent pas ouvrir de compte en dollars. Et puis sur les contrats à terme de matières premières, la plupart, à leur échéance, ils sont débouclés par livraison physique de la matière première. Et donc les banques ne veulent pas prendre ce risque-là avec des clients particuliers. Tu vas nous expliquer, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est, comment tout ça fonctionne ensuite. Ouais. Et donc je lui ai dit, dans ces conditions-là, c'est là qu'on se rend compte que je ne suis pas complètement débile, parce que j'ai changé d'avis. Je lui ai dit, dans ces conditions-là, regardons. Et on a commencé à faire les premiers fonds. On a lancé ça en 2005, le premier fonds d'exposition à l'or. Il n'y avait pas encore les ETF, ça n'existait pas encore. Et puis on a développé un fonds autour des énergies fossiles, on a développé un fonds autour des matières premières agricoles. On a fermé ces fonds-là depuis, d'abord parce que depuis ma société a été reprise par Ophi Invest Asset Management, et que nous on est une société qui est très engagée dans l'investissement socialement responsable, donc les énergies fossiles on a laissé tomber. Et les matières premières agricoles, ça fait un moment que c'est assez mal vu, simplement pour une raison, c'est que en fait, tu vas gagner de l'argent quand les cours vont monter, et donc plutôt quand les gens vont avoir du mal à se nourrir. Ok. Donc, la matière première agricole, c'est du blé, j'achète du blé, du maïs, du soja, du cacao. Des oléagineux aussi, des huiles, tout ça. Du colza, il y a un contrat sur le colza, il y a un contrat sur le soja, sur l'huile de soja. Donc, comme tu le dis, tu dis, bon, ok, très bien, j'achète du maïs, c'est super. Le cours du maïs a explosé. J'ai fait ça, fait x10, moi je me suis enrichi, et là tu dis, bah ouais, mais t'es sympa, Benjamin, mais il y a des gens dans tel pays qui meurent de faim parce que le maïs coûte trop cher. Donc il y a des ONG, effectivement, qui ont sorti des papiers à l'époque, c'était au début des années 2010, en disant que la faim profitait aux banques. Et donc, petit à petit,
on a convenu que c'était pas une bonne idée en fait de s'exposer sur ce genre de. Mais il y a quand même des gens qui s'exposent. Ah oui. Bah, les Américains n'ont pas du tout les mêmes pudeurs que nous sur ces sujets-là, hein, soyons clairs. Mais en Europe, c'est assez mal vu. Donc on s'est concentré sur les métaux, d'abord sur les métaux précieux. Pendant plusieurs années parce qu'il y avait peu d'offres en fait qui permettaient de s'exposer aux métaux précieux. Quand tu te dis je peux plus m'acheter de montre en or ou de bagues, ça fait moins pitié quoi. En fait, et puis il y a d'autres raisons beaucoup plus financières pour l'appréciation des cours de l'or notamment. Et puis en fait il y a 3 ans on a lancé un nouveau fonds dont j'ai eu l'idée pendant le Covid, qui est simplement parti d'un constat, c'est que la transition énergétique a des impacts colossaux sur la demande de matières premières. Et que, en gros, elle est en train de nous rappeler un truc que chantait Madonna dans les années 80, c'est que we are living in a material world, c'est-à-dire qu'en fait, toute activité économique, quelle qu'elle soit, commence par faire un trou dans la terre pour prendre des trucs et les transformer. Même ce qu'on est en train de faire là, il te faut un micro. Pour un micro, il te faut des métaux, il te faut du plastique, donc il te faut du pétrole. Derrière, il te faut des câbles. Et tout ça, ce sont des métaux. Et en fait, pendant des années, il y a un truc part le chasseur-cueilleur, en fait. On revient un peu là-dessus. À part la partie agricole, exactement. Et encore, non, même la partie agricole. Aujourd'hui, pour avoir les rendements qu'on a, il te faut un tracteur, il te faut de l'essence, etc. Et donc, tout ça fait que Jean-Marc Jancovici, dont tu parlais tout à l'heure, en parlait il y a pas longtemps lui aussi, et puis au niveau international, Bill Gates en a parlé dans une conférence à Stanford où il a dit, moi, tous les gens qui m'expliquent qu'ils vont sauver le monde parce qu'ils vont arrêter d'investir dans les entreprises polluantes, la mine ça pollue, d'accord, mais il va falloir que ces gens qui m'expliquent qu'ils vont sauver le monde en investissant plus dans les sociétés qui polluent, il va falloir qu'ils m'expliquent comment ils vont faire voler des avions avec des feuilles Excel. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que tu regardes, Jean-Marc Jancovici en avait parlé, au niveau des modèles économiques, dans tous les modèles économiques qui existent aujourd'hui, ça part du principe que les matières premières sont gratuites. Ce qui coûte, c'est la transformation des matières premières. Mais la matière première, elle est ni limitée dans le modèle, ni payante. Parce qu'on considère que c'est un don de la nature. Donc tu vas payer l'État qui va te demander une redevance pour exploiter sa richesse minière, tu vas payer le raffineur, tu vas payer le groupe minier, tu vas payer tous ces gens-là, mais tu ne payes pas la matière première. Donc c'est biaisé dès le départ. On a déjà un problème à ce niveau-là. Et donc on est en train de découvrir. Un truc de ouf, hein. Pardon, mais pour avoir une famille d'agriculteurs autour de moi, notamment en Corse, en fait c'est un truc de ouf parce que la matière première agricole, alors déjà c'est quand même un petit peu transformé si tu voulais aller jusqu'au bout du truc, parce qu'il faut planter, il faut arroser, il faut des machines, etc. Mais en fait, comme tu le dis, ça vaut zéro. C'est-à-dire que à peu de choses près, si tu fais pas ton fromage ou ton vin toi-même, c'est ça. Ton raisin ou ton lait de brebis, ils valent zéro. C'est ça. Tu gagnes que dalle, quoi. Exactement. Ouais. Donc tout ça nous a amené à nous intéresser à cette problématique-là, et on s'est rendu compte aussi pendant le Covid, je te dis, j'ai pris conscience de ça, notamment parce que dans le fond, sur les métaux précieux, on a un métal qui s'appelle l'argent. Et l'argent est un métal qui, outre le fait d'être précieux, a des caractéristiques physiques très intéressantes. C'est le métal qui conduit le mieux l'électricité au monde. D'accord. Et pour cette raison, plus que le cuivre. Et pour cette raison, on prend pas du cuivre dans les circuits imprimés parce que c'est pas de l'argent parce que c'est trop cher. C'est trop cher. Ok. Et donc pour cette raison-là, on l'utilise dans pas mal d'applications, et notamment dans les technologies bas carbone. On l'utilise dans les panneaux solaires sous forme de pâte pour transporter les électrons dans le panneau. On l'utilise dans les voitures électriques pour faire les contacts des batteries. Et donc, pour donner un exemple, en 2010. La voiture électrique n'existait pas ou commençait tout juste, pareil pour les panneaux solaires, et donc ça consommait 0% de l'argent dans le monde. Et en 2020, je me rends compte que ces deux secteurs à eux seuls représentent déjà pratiquement 20% de la demande mondiale d'argent. Incroyable. Je me dis, tiens, il se passe un truc, et je commence à creuser, et là je réalise une chose qui est vraiment fondamentale dans tout ça, c'est que les hommes politiques et beaucoup de gens nous ont expliqué que la transition énergétique c'était génial, parce que il y avait du vent partout et du soleil partout, et donc on allait avoir de l'énergie gratuite. Ils ont juste oublié une chose, c'est que la physique est formelle sur un truc. On ne sait pas faire d'électricité avec du vent ou avec du soleil. On sait faire de l'électricité avec un transformateur qui convertit l'énergie du vent ou du soleil en électricité. Mais ce transformateur, il faut le fabriquer. Et donc pour te donner un exemple, dans une éolienne, en fonction de sa taille, tu as entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre. Dans un panneau solaire, 80% du poids d'un panneau solaire, c'est de l'aluminium. Dans une voiture électrique, tu as 4 fois plus de cuivre que dans une voiture thermique classique. Et je peux te multiplier les exemples à l'envi comme ça. Il y a 5 tonnes et demie de zinc dans une éolienne pour la protéger contre la corrosion. Enfin voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Et donc ce que je réalise, brutalement, c'est qu'en fait la transition énergétique revient à transformer notre dépendance aux énergies fossiles en une dépendance aux métaux.
Et donc la question que je me pose immédiatement, c'est est-ce qu'on est prêt ? Est-ce qu'on est prêt ? Alors, pardon, parce que là, tu vas super vite. Ouais. On va faire une mini-pause. Parce que pour aussi introduire cet épisode, moi, j'avais besoin de t'expliquer un peu les questions qui m'avaient mené à toi, en fait. Et avec Amaury, de ton Québec, notre producteur que tu as vu tout à l'heure, l'idée, c'est quand même de se dire, mais moi, en gros, j'ai quand même quelques certitudes dans ce monde-là. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas certaines, mais je veux dire, je sais pas moi, le fait que du pétrole, d'ailleurs ce sera le cas pour l'argent, le cuivre, etc., mais ça reviendra au même. En effet, ce que tu dis, c'est intéressant, c'est pour ça que tu vas un peu trop vite, trop loin, mais la transformation du vent, tu te dis finalement le vent ou le soleil, il y en aura toujours. Ouais. Mais le fossile, et moi je pense aussi aux autres typologies de matières premières qui sont produites, mais il y en a certaines où tu sais qu'il y en aura moins. Enfin, je veux dire, à un moment, si j'étais pas con, ou si j'avais la place, j'achèterais... c'est peut-être pas le meilleur rendement, j'en sais rien, quoique. Hein. Tu me diras, mais j'achèterais 2 millions de barils de pétrole, je les stockerais chez ma grand-mère, parce qu'elle a un grand garage, et puis j'attendrai. Et en fait, il y a un moment, dans 10 ans, en fait, de la production de pétrole, tout le monde se rendra bien compte qu'il y en a de moins en moins, que, tu vois, je voyais, on en parlait aussi avec Jean-Marc, le Mexique vendait 50% de son pétrole en 2007, aujourd'hui ils en vendent 0, parce que les réserves chez eux sont épuisées. Il y a quand même un moment où tout ça, tu vas dire, ça va commencer à valoir cher. Si je l'achète maintenant, surtout là, au moment où on se parle, il a plutôt pas mal baissé, il y a un monde dans lequel je vais faire x10 dans 10 ans. Tout le monde en voudra, quoi. Alors, pardon, et je finis là-dessus, mais tu dis, si je cherche un peu dans tout ce que tu fais, toi, dans tes recherches sur les terres rares, on parle d'IA, par exemple, l'explosion de la demande d'énergie. Qu'est-ce qui va se passer là-dedans ? Où est-ce qu'on va en avoir ? Alors, je pourrais me dire, je vais acheter de l'uranium, c'est plus difficile à stocker, un peu plus. Mais, tu vois, la question, c'est que, dans tout ça, les mouvements actuels, il y en a plein qui sont lisibles. Où est-ce que je les lis ? Comment j'anticipe ? C'est vraiment ma question. Et comment je mets tout ça en place dans ma stratégie d'investissement ? Et je t'en fais une dernière. C'est que Jean Covici, justement, il me dit, ça je l'ai réalisé entre le moment où on a préparé cet épisode et le moment où on l'enregistre là maintenant. Il me dit, mais en gros, de toute façon, il y a un moment où tout le monde va se rendre compte que on ne peut plus se déplacer autant qu'aujourd'hui. Tu vois, lui dit, normalement, ça devrait être 4 aller-retour en avion par vie. Ouais. Bon, je lui dis, mais t'imagines l'implication de 4 allers-retours en avion par vie pour la ville de Paris, pour la France, dont tout repose sur le tourisme, en fait. Il dit, oui, la France va devoir se réinventer. Et là, tu dis, mais même dans ma stratégie immobilière, est-ce que là, aujourd'hui, quand j'achète un appartement sur 20 ans, sur 25 ans, en fait, je le surpaye pas. Enfin, tu vois, ça peut engendrer des trucs dans tous les sens. Donc, selon tes horizons d'investissement, j'aimerais avoir dans cet épisode, si tu le veux bien, Benjamin, un vrai engagement, une vraie perception de ce en quoi je peux adhérer, ce que je peux voir, et voilà. Ça te va ? Ouais. Alors, plein de questions, mais je saurais rebondir. Mais reprenons là où on en était, si tu veux. Mais c'est le programme. Ouais, impec. Non, pour en revenir à ce que tu disais, je pourrais acheter du pétrole et le stocker. Il y a quand même un truc. Alors, premier élément de base qui est vraiment important. Un économiste qui s'appelle Kenneth Boulding a dit un jour, celui qui croit qu'une croissance infinie dans un monde fini est possible est soit un fou, soit un économiste. Ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que les matières premières ne sont pas limitées dans les modèles économiques. On a des matières premières, il y a 2 grandes typologies de matières premières, les matières premières de stock et les matières premières de consommation. Les matières premières de consommation, c'est typiquement les produits pétroliers. Tu les utilises, tu les brûles, ils n'existent plus. Donc là, il n'y a pas de stock qui existe. Tu as les matières premières de stock, typiquement les métaux. Quand tu utilises un métal, tu vas l'utiliser pour faire des tuyaux, pour faire des fils électriques, mais il ne disparaît pas. Tu les réutilises, c'est recyclable à l'infini. Voilà, et il ne perd pas ses propriétés, à part pour l'uranium, il ne perd pas ses propriétés quand tu l'utilises. Ce qui veut dire qu'après, si tu mets en place une économie circulaire, c'est beaucoup plus intéressant de se reposer sur ces matières premières-là, parce que tu pourras les réutiliser, donc tu auras moins besoin de recourir à des nouvelles extractions pour arriver à tes fins. Et puis tu as des matières premières intermédiaires, ce sont les matières premières agricoles, où là, quand tu les consommes, elles disparaissent, mais en fait, tous les ans, tu as une chance de replanter et donc d'ajuster ta production.
Ça, c'est le premier point qui est important à prendre en compte. Le deuxième point, tu parlais de stocker. Tu dis, je pourrais stocker 2 millions de barils chez ma grand-mère parce qu'elle a un grand garage. Donc, l'élément essentiel, effectivement, quand tu veux mettre en place une stratégie comme ça, c'est le coût de stockage. Si ça ne te coûte rien de stocker, il n'y a pas de problème. Mais les États, par exemple, avaient essayé de mettre en place des stocks stratégiques. On a gardé ça que pour les produits pétroliers. On en avait pour les métaux. Et on a arrêté parce que ça coûtait beaucoup trop cher, en fait. L'immobilisation à long terme, sans avoir de besoin, est compliqué. Mais tu dis, c'est parce que je pense qu'on va manquer de pétrole et donc que le prix va monter. En fait, c'est pas sûr. C'est bien ça le problème. Parce que aujourd'hui, il y a une grosse question qui se pose. C'est est-ce qu'on va avoir un pic d'offres de pétrole avant d'avoir le pic de demande? Donc, en gros, est-ce qu'on va commencer à moins consommer de pétrole avant d'être limité par la consommation de pétrole? Alors, il y a beaucoup de gens qui disent c'est pas possible, ça arrivera jamais. On est trop accro au pétrole et c'est un peu l'attitude de Jean-Marc sur le sujet. Aujourd'hui, moi, je commence à me poser la question. J'étais plutôt dans ce camp-là, mais je commence à me poser la question à cause d'un élément essentiel. La Chine. En fait, la Chine drive la croissance de la demande de pétrole depuis maintenant plusieurs années, depuis le début des années 2000, grosso modo, où elle a accéléré économiquement. Mais il s'est passé un truc majeur en 2022. En 2022, en mars, la Russie envahit l'Ukraine. Et là, les Chinois réalisent qu'il est en train de se passer quelque chose et que la période, grosso modo, de la mondialisation heureuse, pour faire court, est derrière nous. Et donc, ils se disent il est temps qu'on fasse un bilan et qu'on voit quelles sont nos forces et nos faiblesses. Et la Chine arrive à la conclusion qu'une de ses plus grosses faiblesses, c'est sa dépendance énergétique. Parce que la Chine, aujourd'hui, produit à peu près 50% du pétrole qu'elle consomme, et elle a des puits de pétrole qui sont vieillissants, donc qui produisent de moins en moins, et à peu près 50% du gaz qu'elle consomme. Et donc, les Chinois, je rappelle juste un truc intéressant, le gouvernement chinois est composé à 90% d'ingénieurs. En France, le dernier président ingénieur, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Et je dis ça parce que je dis pas que c'est pas bien d'être technocrate, mais je dis juste qu'un technocrate et un ingénieur ne règlent pas les problèmes de la même façon. Les Chinois, ils ont des plans, et ils t'annoncent ce qu'ils vont faire, et quand ils disent ce qu'ils vont faire, ils font ce qu'ils disent. La planification, ça exactement. On le voit, et puis c'est vraiment respecté. Et puis quand tu regardes ce que tu dis, mais sur tous les plans qu'ils font, tout est respecté, tout est respecté, tout est écrit. C'est ça. C'est simple. Et donc, je pense qu'en 2022, ils se disent, en fait, c'est notre plus grosse faiblesse, comment on résout ça? Et ils arrivent à la conclusion que le seul moyen de résoudre ça, c'est de faire la transition énergétique. Pas pour des raisons climatiques, pour des raisons de souveraineté énergétique. Et donc, ils accélèrent. Alors, ça donne quoi? En 2023, la Chine installe autant de panneaux solaires que le monde entier, Chine incluse, en 2022. Ok. En 2024, ils installent 30% de panneaux solaires de plus qu'en 2022. En 2024, 65% des panneaux solaires installés dans le monde sont installés en Chine. 50% des éoliennes installées dans le monde sont installées en Chine. 60% des voitures électriques vendues dans le monde sont vendues en Chine. Incroyable. La Chine décide de lancer la construction de 11 réacteurs nucléaires. Elle en a déjà annoncé 7 depuis le début de cette année, 2025. En ligne avec son plan d'en construire 150 d'ici 2035. La Chine lance la construction d'un barrage d'une puissance de 70 gigawatts. Alors, on n'est pas qu'avec des spécialistes, donc je vais expliquer. Un réacteur nucléaire, ça a une puissance d'à peu près 1 gigawatt. Donc, le barrage qu'ils construisent, là, à côté du Tibet, il a une capacité de 70 réacteurs nucléaires. Le parc français total nucléaire, qui est un des plus gros du monde, il fait 57 réacteurs. Ce barrage, à lui tout seul, pourra fournir de l'électricité à 350 millions de Chinois. C'est un truc de dingue. C'est l'équivalent de l'Europe. C'est ça. En termes voilà. Et c'est parce que depuis tout à l'heure, tu donnes des chiffres, je me dis oui, mais bon, c'est la Chine. Alors qu'ils en fassent 15, c'est plus gros que l'Europe, ça fait 5 fois l'Europe, c'est OK. Mais en fait, nous, en Europe, on va en faire 1, 2, 3. Enfin, bon, ouais. Et avec tout ça, l'Agence internationale à l'énergie, qui est l'organisme qui conseille les pays de l'OCDE dans leur politique énergétique, te dit en 2024, la Chine a 6 ans d'avance sur son plan de transition énergétique. Et donc, tu as beaucoup de gens qui critiquent la Chine en disant qu'ils continuent à construire plein de centrales à charbon. Ils l'ont dit qu'ils allaient construire des centrales à charbon parce qu'à court terme, ils ne peuvent pas se retrouver en manque d'énergie. Mais ils ont dit, on ne les utilisera pas jusqu'au bout. Et tu sais quoi? On a eu les chiffres au premier trimestre 2025. Les émissions de CO2 en Chine, elles ont baissé d'1,6% à cause de la hausse de la production d'énergie renouvelable. Et même s'ils ont une croissance de la demande d'électricité, eh ben, la croissance des énergies renouvelables dans ce pays-là, elle va plus vite. Et donc, ils ont baissé leurs émissions d'1,6% par rapport au même trimestre en 2024 et de 1% sur les 12 prochains mois. Les spécialistes commencent à penser qu'on a probablement atteint un point d'inflexion. Ce qui va être un vrai problème pour nous parce qu'on
Pour l'instant, on peut tout le temps dire c'est la faute de la Chine parce qu'ils font pas d'efforts et bon, ils sont l'usine du monde, donc en fait, ils produisent beaucoup pour nous. Mais c'est un coupable facile. Et là, le coupable, il sera plus là. Non, c'est sûr. Bon, le coupable, c'est qu'il va devenir américain, a priori. Ouais. Parce que nous, en plus, c'est ça. T'entends un peu partout dire oui, mais l'Europe peut prendre le lead sur le business vert, mais non, on a déjà... ça va être très compliqué parce que les Chinois sont déjà devant. Aujourd'hui, 90% des panneaux solaires sont fabriqués en Chine. Sur les éoliennes, c'est la majorité aussi qui est fabriquée là-bas. Les Chinois sur les voitures électriques, c'est juste effrayant. Les constructeurs automobiles européens sont dans une situation, et américains sont dans une situation extrêmement difficile. Il y a là-dessus, selon moi, on y reviendra peut-être parce que je voudrais revenir aussi aux matières premières, mais il y a quand même la résilience des marques. C'est-à-dire que alors ça tient à un moment, mais les voitures, tu vois, mine de rien, moi, en ce moment, je voudrais changer de voiture, acheter une Tesla d'un mec qui a quand même fait un salut nazi, quand même. Tu es quand même dans un truc où tu te dis, waouh, ce sont a priori les meilleurs. Oui, non, mais je sais, ce sont les meilleurs de ce que je vois quand même pour beaucoup, même avec les Chinois. En tout cas, parmi les meilleurs, ça reste dans les meilleurs que de celles qu'on connaît. Mais acheter des voitures chinoises, tu vois, moi, je suis pas du tout prêt. Il a fallu que Tesla s'installe, etc., etc. Et en effet, moi, j'attends une marque européenne qui te sort enfin des véhicules électriques potables. Mais il y a des véhicules électriques potables en France et en Europe. Tu as des marques qui font des véhicules corrects, mais si tu veux, après, il y a un problème de prix. Oui. Faut dire ce qui est. BYD maintenant, ou des marques comme ça, ils font des véhicules qui sont de qualité. Je vais te donner un exemple qui est assez flagrant. Xiaomi, ils vendent des trottinettes et des téléphones. Ils ont décidé de lancer une voiture électrique. C'est clair. Ils ont sorti une voiture qui s'appelle la SU7. Ils en ont vendu plus de 100 000 exemplaires depuis qu'elle est sortie en fin d'année dernière. Ils explosent tous les compteurs. La voiture, ils en ont fait une version de très haut de gamme qui fait 0 à 100 en 2 secondes, je crois. Elle va plus vite qu'une Porsche. SU7 Ultra, c'est ça, non ? Ouais. Elle va plus vite elle a une accélération plus forte qu'une Porsche. Elle monte à 350 km/h et elle doit valoir 70 ou 80 000 euros. 67 700 euros. Voilà. Comment lutter contre ça, ça va être très dur. Donc, on va mettre des barrières à l'entrée pour essayer de limiter l'impact, mais si tu veux, on retarde l'inévitable. Et je trouve Elle est compatible avec votre téléphone, vous inquiétez pas. Et je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est les déclarations que tu as eues de la part de Luca De Meo, le patron de Renault, ou de la part de Tavares quand il était patron de Peugeot, et qui tous les deux, en fait, ont fait un choix qui ne me semble pas complètement ridicule. C'est de se dire, ces gens-là sont en avance sur nous. Donc, il faut profiter du fait qu'on ait de l'argent pour prendre des participations chez ces gens-là. Renault a pris une participation dans Geely. Stellantis a pris une participation dans Leapmotor. Et c'est pas complètement idiot, parce que tu vois, prenons l'exemple des batteries. Les batteries pour les voitures électriques. On a essayé de se développer. On a des champions en France. Il y a Vercor, notamment Benoît Lemignan, qui est super, qui est un copain et qui fait vraiment un boulot extraordinaire. On l'adore, Benoît. J'ai fait un super épisode de Génération Duracell. Je le recommande aussi. Ouais. Et Benoît... il développe des batteries, c'est super, mais j'entendais l'autre jour le patron de Cattle, la compagnie de production de batteries chinoises. Et le mec, on lui posait la question, comment vous regardez la montée en puissance des producteurs de batteries en Europe, qu'est-ce que vous en pensez ? Et le type, très humblement, dit, je voudrais pas avoir l'air prétentieux, ni quoi que ce soit, le prenez pas comme ça. Mais il dit, je leur souhaite bon courage, pour une raison toute simple. Nous, chez Cattle, on a 200 000 ingénieurs qui ne travaillent que sur la chimie des batteries. Comment on rattrape ça, Mathieu ? C'est ça, je crois que chez BYD, j'ai même plus le chiffre, tu vois, de 1 à 10, je ne l'ai même plus. Je ne sais plus si c'est pas 10 000 ou 100 000 ingénieurs juste chez BYD. Mais oui, mais c'est colossal. Donc, on a retardé la prise de conscience de ce truc-là. En fait, il faut que tu comprennes un truc, c'est que les Chinois ont eu... mais non, on va faire comme ils ont fait avant. Tu sais quoi ? On va les copier. Ouais. Il va falloir qu'ils nous laissent faire, mais parce que tu vas voir, c'est plus malin que ça. Mais en 1992, Deng Xiaoping fait un discours où il dit « Le Moyen-Orient a le pétrole, nous avons les terres rares ». Début 2000, la Chine année émerge. Il a dit ça ? 92. La Chine émerge, des ingénieurs, encore une fois, des ingénieurs. La Chine émerge, et là, d'un seul coup, en quelques années, tu as 350 millions de Chinois qui rentrent dans la classe moyenne. Donc, ils ont besoin de routes, d'autoroutes, de trains, de métros, d'immeubles. Et ils se disent, purée, ça consomme des métaux, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on prend le problème à bras-le-corps, comme des ingénieurs, et on va prendre des participations dans des mines partout. Moralité,
juste pour que tu te rendes compte du changement d'échelle et pourquoi j'ai cette conviction que les métaux vont être le vrai sujet des années qui viennent. Le nouvel or noir, comme on l'a dit dans le titre de notre bouquin avec Emmanuel H. En 2000, la Chine consomme 10% des métaux de la planète. En 2011, la Chine consomme 50% des métaux de la planète. Aujourd'hui, la Chine consomme 50% des métaux de la planète et l'Asie du Sud-Est consomme 70% des métaux de la planète. C'est là que ça se passe. Et la Chine a décidé d'accélérer sur la transition énergétique, donc elle va accélérer sa consommation de métaux. Benjamin. Ouais. Ok, c'est super tout ça. Moi, ces stats, elles me font halluciner. La question à laquelle il va falloir qu'on vienne, ou la réponse qu'il va falloir qu'on trouve, c'est ok, mais j'en fais quoi? Parce que finalement, ce que je me dis, c'est que tout ce déploiement, alors à la fois c'est une surprise et pas tant que ça, mais l'influence de la Chine en Afrique, c'est pour, on l'a bien compris, aller creuser l'Afrique. Ouais. Le conflit en Ukraine, quand tu vois un peu ce qui se passe avec Trump qui dit, bon, moi je vous protège, mais tu me files tes terres rares. J'exagère un peu, mais c'est pas loin d'être ça. Sachant qu'il n'y a pas de terres rares en Ukraine. Hein. D'accord. D'après le département géologique américain, il n'y en a pas. Enfin, on n'a pas de preuve qu'il y en ait. D'accord. Bon, ok, pourquoi pas. Il y a d'autres métaux. Il y a d'autres choses. Mais il n'y a pas de terres. Et nous, on est là, on se dit, bon, on va pas faire de fractionnement hydraulique en France parce que ça pollue. Mais donc, je fais quoi? Moi, finalement, là, je me dis, en ce moment, en fait, il faut faire un peu comme les gens intelligents ont fait dans les années 60, 70. Faut aller s'installer en Chine. Mais j'ai pas très envie d'aller m'installer en Chine, là, comme ça. Non. Mais bon, finalement, c'est peut-être pas con d'aller s'installer en Chine. Oui, c'est pas con. En tout cas, les Chinois prennent une importance dans le monde économique qui est de plus en plus énorme. Avec les décisions de Donald Trump et la perte de confiance qu'il y a dans les États-Unis, il va falloir voir comment ça se passe, parce qu'en même temps, il demande à ses partenaires de faire un choix, entre guillemets, avec les barrières douanières qu'il est en train de mettre en place. Mais il est clair que les Chinois sont... Et quand tu regardes à l'échelle de l'humanité, la Chine a dominé le monde la plupart du temps. Oui. En fait, il y a la domination de la France, de l'Angleterre et des États-Unis qui est une anomalie. Oui, il y a eu un petit bout de Hollande à un moment. Ouais, un petit bout de Hollande aussi. Découverte. La crise des tulipes notamment. Mais tout ça pour dire que qu'est-ce que tu en fais? Tu peux essayer de prendre un peu de recul et de voir les grands changements que ça va entraîner, les grands bouleversements que ça va intéresser. Parce que j'imagine aussi que tu parles de qu'est-ce que j'en fais financièrement. Oui, en fait, ce que je voudrais savoir, c'est ça, si je devais le transformer, parce que là, on continue, ici on parle de Bitcoin, on parle d'immobilier. Alors c'est vrai que j'avais fait un épisode sur les devises à un moment qui était intéressant, et on m'avait dit, mais en fait, de toute façon, tant que tu restes chez toi, reste dans tes devises, etc. Il y a quand même un moment, il faut faire attention à ça. L'épisode sur les matières premières, à la fin, on s'était dit, bon, si tu veux investir dans le pétrole, finalement, investis sur Total, et puis ça va suivre à peu près les prix du pétrole. Je sais pas, tu vas me dire après ce que tu en penses, mais moi, ce que j'aimerais, c'est de dire, selon toi, à court terme, à moyen terme, à long terme, selon tous ces mouvements géostratégiques, est-ce qu'à court terme, je change rien? Est-ce qu'à long terme, je fais ça, ça et ça? Comment j'investis sur cette dynamique de la Chine? Comment j'investis sur ces dynamiques de matières premières? La transition aussi. La transition, évidemment. Alors en fait, je suis désolé, je suis un peu monomaniaque, mais en fait, moi, la conclusion à laquelle j'arrive de tout ça, la première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on a assez de métaux? Parce que si tu veux, tout ce que je viens de t'expliquer, ça veut dire qu'on va consommer plus de métaux. Très bien, mais si on en a assez, c'est pas un sujet. Donc, est-ce qu'on a assez de métaux? Donc, toi, tu retransformes tout sur les métaux. Ouais, mais tu vas voir qu'il y a une raison. Je vais revenir aux autres moyens de le jouer. Mais je vais te montrer que c'est ça le meilleur moyen, en fait. Donc, on a travaillé là-dessus c'est surtout lui qui a travaillé là-dessus, Emmanuel H, avec qui on a écrit le bouquin Métaux, le nouvel or noir. Donc, ce livre, je mettrai le lien évidemment, Métaux, le nouvel or noir, il est disponible depuis 2023, broché, et il n'est pas, en 18 mois, il n'a pas pris trop de... Non, au contraire. Il est toujours aussi valide, voire plus. On pourra en dire un mot, mais... Donc, Emmanuel a développé, pour le compte de l'IFP Énergie Nouvelle, un modèle essayant d'estimer les quantités de métaux qui seraient nécessaires pour la transition énergétique, dans un scénario où on voudrait rester sous les 2 degrés, même pas les 1,5 degré, sous les 2 degrés, à horizon 2050. Et il les a rapportés aux ressources estimées de matières premières dans la croûte terrestre. Et il arrive à la conclusion que, première bonne nouvelle, on a assez de métaux. Mais sur certains d'entre eux, ça va quand même être un peu juste. Et ce qui est très drôle, c'est que ce n'est pas les métaux dont on entend parler partout. Terres rares, on en a largement assez. Il faut savoir que les terres rares sont très mal nommées parce que ce ne sont pas des terres et elles ne sont pas rares. Le plus gros producteur de terres rares au monde, dans les années 90, c'était un petit pays qui s'appelle les États-Unis.
Okay. Ils ont décidé d'arrêter de produire des terres rares parce que c'était polluant et c'était moins cher de le faire par les Chinois. Le plus gros raffineur de terres rares dans les années 90, au début des années 90, c'était un tout petit pays qui s'appelle la France. Rhône-Poulenc, à côté de La Rochelle, raffinait plus de 50% des terres rares du monde. On a décidé d'arrêter parce que c'était trop polluant. Aujourd'hui, on essaye de revenir en arrière. Donc les terres rares, on en a largement assez. Le lithium, on en a largement assez. Par contre, il y a des métaux dont on parle moins, enfin on commence à en parler, pour lesquels c'est beaucoup plus compliqué. Et le problème, c'est que ce sont des gros métaux. Le métal sur lequel on va avoir le plus de stress, d'après Emmanuel, c'est le cuivre. J'allais te faire une pause pour que chacun puisse se dire ok, je me prends. Ok, le cuivre. C'est le cuivre. D'après les calculs qu'il fait, à horizon 2050, on pourrait, alors ce sont des modélisations, donc ça ne veut pas dire qu'il faut le prendre pour argent comptant, mais on pourrait avoir consommé 90% des ressources connues à aujourd'hui de cuivre dans le monde. La question, c'est quand est-ce que, parce que là c'est, tu vois, approximatif et une supposition, mais à quel moment on va s'en rendre compte? C'est-à-dire qu'à quel moment il y a un moment où il y a un point de bascule où en fait le cuivre fait x10 ? J'y viens. Mais en fait, quand tu as répondu à cette question-là, donc le cuivre, ça va être compliqué. La bauxite qui sert à faire l'aluminium, ça va être très compliqué aussi, 80% à peu près. Le nickel, un petit peu aussi. Le cobalt, éventuellement. Mais les technologies sont en train de changer, donc il faut aussi tenir compte de ça. Mais, grosso modo, tous les chiffres sont en dessous de 100%. Donc il y en a assez. La taille du réservoir terre est suffisante pour nous donner assez de métaux pour faire la transition. Et puis après, on pourra les réutiliser. Mais ça répond qu'à la moitié de la question. Là, on a répondu à la question de la taille du réservoir. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est la taille du robinet. C'est à quelle vitesse je vais être capable de sortir ces métaux de sous la croûte terrestre. Et là, on a un vrai problème. Parce que je vais te donner un exemple avec le cuivre, puisque c'est le métal le plus stressé. Aujourd'hui, dans le monde, on a, selon l'Agence internationale de l'énergie, à peu près 250 mines de cuivre qui sont opérantes. Si tu regardes la taille moyenne de ces 250 exploitations et que tu regardes les besoins attendus de cuivre, ils disent qu'il faudrait rajouter 80 mines de cuivre, donc à peu près un tiers, d'une taille équivalente à la taille moyenne des mines qu'on a aujourd'hui. Okay. Et là, ils ajoutent, le problème, c'est que dans le monde aujourd'hui, en moyenne, pour ouvrir une nouvelle mine, ça prend 17 ans. On est en 2025 quand on enregistre ce podcast, donc ça nous mène en 2042. Ouais. Ouais. Et donc, ils disent, vu l'urgence, si on veut avoir du cuivre en temps et en heure, il faudrait que ces 80 mines de cuivre soient sanctionnées par une décision d'investissement avant fin 2025. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de projets à l'étude. Okay. Donc, on est en retard. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est donc ça qui est intéressant. Si demain tu me dis, moi je te dis, mais Benjamin, pas de problème, mais je vais ouvrir une mine de cuivre. Là, il faut 17 ans en moyenne dans le monde. Okay. Aujourd'hui, aux États-Unis, en moyenne, il faut 29 ans. C'est pas une question de pays sous-développés. Hein. Il y a l'exploration d'abord. Ensuite, il faut négocier les contrats. Il faut ensuite obtenir les permis. Okay. Ça peut être très long maintenant parce qu'en plus, il y a toutes les contraintes environnementales, sociales, de gouvernance à respecter. Et puis tout ça ne fonctionne pas. Enfin, je veux dire, après, Benjamin, on s'en fout. Moi, je vais faire du nucléaire. Et là, tu vas me dire, oui, mais en fait, pour faire du nucléaire, il y a besoin de cuivre. En fait, c'est un peu ça. Alors, il ne faut pas énormément de cuivre, mais il faut de l'uranium. Okay. Donc, tu vas déplacer le problème. Le nucléaire est intéressant parce que c'est une technologie qui utilise le moins de métaux. Okay. Une des moins gourmandes en métaux, mais il faut de l'uranium. Et puis, c'est très long à construire. Et donc, il y en a où du cuivre ? Du cuivre, il y en a beaucoup en République démocratique du Congo. Donc en Afrique ? Oui, il y en a beaucoup en Amérique. Non, beaucoup en Amérique du Sud. Okay. Les plus gros producteurs sont en Amérique du Sud. On n'en a pas dans le Berry, dans la Creuse, dans le Var, non ? On est en train d'y réfléchir. En France, aujourd'hui, il n'y a pas d'exploitation de cuivre, mais tu sais que Emmanuel Macron a confié la tâche au Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, de recartographier le sous-sol français. Parce qu'en fait, on l'a cartographié pour la dernière fois dans les années 80. Okay. Et à l'époque, on regardait la couche superficielle, on va dire 100 ou 200 mètres. Alors, il faut savoir qu'au niveau minier, c'est très peu. Il y a des mines d'or ou des mines de platine en Afrique du Sud qui descendent à 4000 mètres sous terre. Hein. Okay. Et donc, on va recartographier pour savoir où il y a un potentiel. Mais en France, on sait qu'il y a du potentiel, par exemple, pour le lithium. Tu as Imerys aujourd'hui qui est en train d'envisager d'exploiter une mine de lithium dans l'Allier. On sait qu'il y a du lithium, notamment en Bretagne, mais il est en plein dans une zone Natura 2000, donc le projet verra probablement jamais le jour. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. En Guyane, il doit y avoir des trucs aussi. Bon. Oui, il y a de l'or, notamment en Guyane. Il y a beaucoup d'exploitations. D'orpailleurs, c'est illicites. Okay. Revenons à nos moutons. Chili, Mexique, beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Australie, c'est un gros producteur minier. Canada, c'est un gros producteur minier aussi. Donc, ceux qui ont des grandes terres, hein, déjà. Ouais, Australie, déjà, Canada, Russie, évidemment. Russie, tu as beaucoup de nickel, beaucoup de palladium. Enfin, voilà, tu as plein de choses. Et donc,
Luxembourg, Liechtenstein. Est-ce qu'on est capable de le sortir en temps et en heure? Après, tu as aussi la question de l'acceptabilité sociale qui est le vrai sujet. Parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que dans la tête des gens, la mine, c'est Germinal. Oui. Tu vois, c'est les gueules noires et tout. C'était des mines de charbon. Ou alors les petits gamins qui sortent des trous de terre en République démocratique du Congo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la mine peut se faire de façon très responsable. Boliden, qui est le géant suédois, le plus gros groupe minier, je crois, en Europe, a des mines en Suède, à Kiruna par exemple, où tu descends à 1300 mètres sous terre, tu ouvres une porte, et là, tu as une ville sous terre. Tu peux manger par terre tellement c'est propre. Et les types, ils exploitent le marteau-piqueur, non pas dans la galerie comme ça, ils sont assis sur un siège, ils ont un écran devant eux où ils voient leur marteau-piqueur, et ils ont 2 joysticks, et ils exploitent la mine comme ça. Les camions qui sont dans les tunnels, ils sont automatiques, ils n'ont pas de conducteur. Il y a des radars partout dans les couloirs pour les guider. Il y a un type qui est là pour charger le godet, pour mettre le minerai dans le camion, et le camion se décharge tout seul. Donc, on sait faire une mine aujourd'hui beaucoup plus responsable. C'est aussi la Suède, parce que tu vois, rien que la propreté, tu m'as fait... C'est que tu arrives dans le métro ou dans le train à l'aéroport de... Comment il s'appelle je l'ai plus. À Stockholm. Et pareil, tu peux manger par terre. Ouais. Ça n'arrive pas à Charles de Gaulle. Le projet Chiméris veut ouvrir à Beauvoir, dans la Aix-Chassière dans l'Allier. Il est basé sur les mêmes stratégies. L'autre jour, je faisais un podcast, un autre podcast qui était animé par quelqu'un qui se fait appeler Capitaine Carotte sur les marchés, qui est un maraîcher et qui est très, très expert de ces sujets-là. Il disait qu'il avait pu aller visiter le site d'Iméris. Il dit, moi, honnêtement, en tant que maraîcher, s'ils font ce qu'ils disent qu'ils veulent faire, je veux bien m'installer à côté de la mine demain matin. Tellement c'est pensé et pensé pour limiter l'impact sur la biodiversité, etc. Donc voilà, ce que je veux dire, il faut changer aussi un peu l'image de la mine. Mais donc il y a du potentiel. Bon, revenons-en à nos moutons. Donc est-ce que la taille du robinet est suffisante? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, on va avoir du mal à équilibrer l'offre et la demande. Et donc l'Agence internationale à l'énergie, encore elle, sur le cuivre, elle te dit, à horizon 2030, tu cherchais un horizon, à horizon 2030, sur le cuivre, on pourrait avoir ce qu'on appelle un supply gap de 20%. C'est-à-dire qu'il pourrait manquer 20% d'offres par rapport à la demande. On parle de 5 à 7 millions de tonnes de cuivre sur un marché de 30 à 35 millions de tonnes. C'est colossal. Et surtout, c'est un abus de langage. Parce que sur une matière première, tu ne peux pas avoir de supply gap. Parce que tu ne peux pas consommer une matière première que tu n'as pas. Donc, il faut équilibrer les deux. Et comment tu équilibres les deux? Il y a un seul moyen. Il faut que le prix monte. Il faut que le prix monte pour déclencher un des 2 ressorts suivants. Premier ressort, ça devient trop cher, on réduit la consommation. Il y a des gens qui ne l'achètent plus. Détruire de la demande. Dans notre cas, ça ne devrait pas marcher, parce que si on est sérieux sur la transition énergétique, et en tout cas c'est le cas des Chinois, eh bien on devra la faire coûte que coûte, parce que la seule chose dont on est sûr, c'est que ne pas faire la transition énergétique coûtera plus cher que de la faire. Donc, admettons qu'on soit sérieux là-dessus. Ce ressort-là, il ne marche pas. Donc il faut que tu animes le 2e ressort, qui est inciter les producteurs miniers à produire davantage, parce qu'ils gagneront plus d'argent. Ou parce que, comme le prix est plus élevé, ils vont pouvoir aller chercher du cuivre qui est plus dur à aller chercher. Mais ça prend du temps. Donc, question, c'est de combien ça peut monter? Alors là, je ne vais pas te donner mon avis, parce que comme je vends un produit financier sur ce sujet-là, on pourrait m'accuser d'être partial, et ça ne serait pas complètement faux. Je vais te donner l'avis d'un organisme qui s'appelle le FMI, le Fonds monétaire international, qui s'est posé la question. En fin 2021, ils ont sorti une étude où ils ont essayé de regarder quelle pourrait être l'évolution du cours de 4 métaux indispensables à la transition énergétique, compte tenu des tensions qu'on attend. Donc, ils ont étudié le lithium, le cobalt, le nickel et le cuivre. Et ils arrivent à la conclusion qu'à horizon 2040, mais en réalité, quand tu lis l'étude en détail, tu te rends compte que l'essentiel de la hausse va arriver d'ici 2030, ce qui est assez logique avec tout ce que je te dis, parce qu'il faut que la hausse soit rapide pour déclencher la décision de construire des nouvelles mines. Il y a un moment où tu t'en rends compte, c'est-à-dire qu'il y a 2040, soit on est tous complètement débiles, mais c'est un peu comme, c'est ce que je dis toujours, la ligne de métro couvre. Ici, moi, j'ai acheté 2 ou 3 ou 4 ans avant, je savais que ça allait monter. Bien sûr. Et les prix n'avaient pas, les prix avaient pas été encore impactés. Alors ça, c'est un point qui est vachement intéressant, on va en parler après. Et il faut que ça arrive une année avant, ou au moment où ça ouvre, une année avant, en l'occurrence, pour que ça monte. Tu dis, mais les gens sont débiles. Il y a des trucs, tu sais, tu le sais, tu vois. Alors, il peut y avoir des aléas, mais bon. Mais on y reviendra. On va y revenir. Mais donc, ils arrivent à la conclusion qu'à horizon 2040, mais donc quand tu lis l'étude en détail, tu te rends compte que l'essentiel de la hausse arrive d'ici 2030. Que sur le lithium, le cobalt et le nickel, les prix devraient progresser de, je cite l'étude, quelques centaines de pourcents, et le prix du cuivre devrait progresser de 60%. Ils ajoutent, attention, ces estimations sont conservatrices. Si on se trompe, la hausse pourrait être plus importante que ça. Ça, c'était en 2021. Fin octobre 2021. Il a évolué comment depuis? Est-ce qu'il a baissé? Est-ce qu'il est stable? Alors, il a plutôt monté. Il a fait un nouveau plus haut historique tout récemment, mais là, il a rebaissé. Alors, c'est là qu'on en vient à un point très intéressant. Parce que tu pourrais te dire que
Tout ce que je te raconte là, maintenant, il y a plein de gens qui le savent. Mais oui. Et donc, c'est dans les cours. Bien sûr. Et c'est là que c'était ma question, intervient le truc intéressant. Tous les actifs dans lesquels on a l'habitude d'investir, actions, obligations, en fait, ce sont des parts d'entreprise. D'accord ? Comment on évalue une entreprise ? Alors, pas les obligations, exactement. C'est une part de la dette de l'entreprise. Oui, tout à fait. D'accord ? Mais donc, tu valorises l'entreprise pour savoir que vaut sa dette, entre guillemets. Comment on valorise une entreprise ? On regarde combien elle va gagner dans le futur et on l'actualise à la valeur d'aujourd'hui. On a fait une actualisation des flux futurs, ça s'appelle. D'accord ? Donc, on fait la somme de tous les cash flows à venir et on le valorise à la valeur d'aujourd'hui en prenant en compte l'inflation, les taux d'intérêt, etc. Donc, la valeur de ton action ou de ton obligation, elle embarque tout le futur connu de l'entreprise. D'accord ? Donc, si on a une nouvelle, demain, je sais pas, citons une marque, je sais pas si on a le droit, mais citons une marque comme Apple, t'annonce qu'ils sortent une Apple Car, tout le monde estime le marché de l'Apple Car dans les années à venir, estime combien ça va rapporter à Apple, ramène ça à la valeur d'aujourd'hui, et tu revalorises la valeur Apple. Ce qui n'arrivera pas, contrairement à Xiaomi qui l'a fait après. Voilà. Donc tu intègres le futur. Ouais. Sur les matières premières, ça n'est pas le cas. Et ça, c'est vachement intéressant. Pourquoi ? C'est ce qu'on a appelé chez Ophi Invest AM le syndrome de la tomate. Quand tu vas au marché le dimanche matin et que tu veux acheter des tomates, pour savoir combien tu vas payer tes tomates, je t'explique depuis une semaine que la tomate, dans 6 ans, ça va être terrible, on va en manquer, le prix va s'envoler, ça va être terrible. Mais pour savoir combien tu vas payer tes tomates au marché le dimanche matin, la seule chose qui compte, c'est pas de savoir s'il y aura des tomates dans 6 mois ou dans 6 ans. C'est est-ce qu'il y a des tomates ce matin au marché et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter des tomates ce matin au marché. Tout à fait. Donc c'est un prix spot. Et ça n'intègre absolument pas le futur. Donc ce que je suis en train de te dire, c'est que tout ce qu'on vient de se dire, on a beau en être conscient, et les Nations Unies viennent encore de faire un papier pour dire qu'on allait manquer de cuivre à un horizon assez rapide, ça n'est pas dans le cours. C'est hyper intéressant. Je reformule à ma manière. Mais vous imaginez, en fait... Alors, la tomate a une grosse différence avec le cuivre, c'est qu'elle est périssable. Donc, dans 6 ans, elle ne vaudra plus rien. Le cuivre, je ne peux pas le stocker. Mais, quand même, à la fin, je me mets à la sortie du tuyau. Donc là, il y a un côté, c'est le producteur de tomates. Moi, j'en ai un au marché de la Porte d'Asnières. Il est super. Il vient, il se pose, il vient du Val d'Oise, je crois. Il arrive, il débarque avec ses tomates, ses trucs. Il a que les fruits de saison. Et il les vend, spot, comme tu dis, quoi. Ce qui sort du tuyau, ça arrive, etc. Le truc intéressant, d'ailleurs, c'est qu'en fin de matinée, quand il voit qu'il a encore beaucoup de tomates... Il les vend moins cher. Il te balance, mais si tu prends des tomates, vas-y, je t'en envoie 2 kilos pour le prix d'un. 2 kilos pour le prix d'un, etc. Parce qu'il n'a pas envie de les rapporter. Exactement. Bon, ça, c'est spot, en effet. C'est on the spot, c'est à ce moment-là. Le cuivre, en fait, ce que tu me dis, c'est que c'est pareil. Ouais. Les producteurs de cuivre, ils produisent. Eux, ils s'en foutent, ils vont pas stocker. Ouais. Quelque part. Enfin, ils peuvent stocker tu veux, mais ils peuvent pas stocker énormément parce que ça a un coût quand même. Donc, la question, c'est que toi, tu te dis, t'arrives, t'es un acheteur du cuivre, tu te dis, ils peuvent pas stocker tant que ça, peut-être tout le monde est ras la gueule du stock, et puis voilà. Et donc, toi, tu te dis, je vais acheter, c'est combien ? Il y a du cuivre pour tout le monde, donc de toute façon, le prix, l'offre, la demande, j'achète, c'est combien le coût du cuivre ? Aujourd'hui, c'est aux alentours de $9 000, $9 500 la tonne. $9 000 la tonne, j'achète une tonne de cuivre, $9 000, vas-y, bonne, mine. Ok, mais alors, super, j'ai tout compris, Benjamin. Mais donc moi, en tant qu'investisseur, je me dis que ça va valoir 90 000. Est-ce que je peux parier là-dessus ou pas ? Oui, alors tu peux parier là-dessus en utilisant ce qu'on appelle des contrats à terme. C'est-à-dire que tu vas acheter le droit d'acheter du cuivre. Ok. D'accord. À $9 000, par exemple. Enfin, à un prix qui est fixé à l'avance, donc à 9 000, 9 500, en fonction du cours qui est attendu à l'horizon attendu. Donc là, moi, t'es le producteur de cuivre. Je me mets, t'es mon gars du Val d'Oise, là. Tu fais du cuivre dans le Val d'Oise. Je te dis, écoute, Benjamin, on va faire un truc super. C'est que toi, tu as besoin d'un peu de trésor, tu es peut-être content, je sais pas, tu as peut-être besoin de cash pour investir dans une nouvelle machine d'extraction, etc. Regarde, moi, je t'achète du cuivre à 2030. 2030, je te le paye. Regarde, il est à 9 000 aujourd'hui, je suis sympa, je te le paye à 9 500, c'est ça ? Ouais. Et là, tu me dis, ok, tiens, vas-y, et je te paye tout de suite. Ouais, alors en fait, c'est pas exactement comme ça que ça marche, mais grosso modo, c'est à peu près ça. Mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas payer, si tu l'achètes à 2030, tu vas payer l'équivalent de ce que peut te rapporter l'argent si tu le places aujourd'hui, sur la période, d'accord ? En plus du prix du cuivre. Et tu vas payer l'équivalent du coût de stockage. D'accord ? Donc en fait, le prix à terme, ça sera égal au prix comptant, plus le coût de stockage, plus les intérêts que tu pourrais toucher si tu plaçais ton argent. Ouais. Donc ça va plutôt valoir un petit peu plus que ça. Ça va plutôt valoir 10 000, 10 200. Mais pourquoi je payerais l'argent que je gagnerais grâce à ça à la personne à qui je le donne en avance, cet argent ? Mais
Non, parce qu'en fait, tu lui donnes pas l'argent. Dans le prix que tu fais, tu donnes juste une garantie. Pour garantir ça, tu vas juste lui donner 10%, grosso modo. Et donc, les 90% qui restent, tu vas pouvoir les placer. Tu vois ? Pas con. Donc c'est pour ça que ça doit être pris en compte. Enfin, là, on rentre dans quelque chose d'un peu complexe, mais ce qu'il faut comprendre... Non, c'est clair, c'est très clair. C'est clairement que aujourd'hui, les prix du cuivre, les prix de l'argent, les prix du zinc, les prix du nickel, ne peuvent pas inclure le fait qu'on sache qu'on va en manquer plus tard. Il y a un super exemple qui permet de le voir, le lithium. Tout le monde sait qu'a priori, à un moment, on va être juste en lithium. Okay ? Et donc, en 2022, le lithium, ça valait un peu plus de 80 000 $ la tonne. C'était tendu, on sortait du Covid, les chaînes d'approvisionnement étaient rompues. Aujourd'hui, le prix du lithium, c'est 9 000 $. Donc tu peux te dire, en fait, on nous a raconté des cracks sur le lithium, il y en a plein. Non, simplement, je te disais tout à l'heure, il faut 17 ans en moyenne pour ouvrir une mine dans le monde. Le lithium, ça s'exploite de façon un peu différente. Tu me dis ça tout à l'heure, pardon, j'ai deux précisions à te dire. Tu m'as dit le lithium, il en manquera jamais. Il y en a assez pour aller à 2050. Mais en revanche, le tuyau est pas assez gros, c'est ce que tu me dis. Ouais. Et l'autre truc, c'est que tu me dis qu'il y a un moment où, en effet... c'était sur le cuivre. Hein. Sur le cuivre, pardon. Ouais. Et les 17 ans, c'est valable sur toutes les mines ? Parce que tu me l'avais dit sur le cuivre. Et là, tu me le dis sur c'est une moyenne. Okay. Sur le nickel, c'est un petit peu plus court, c'est plutôt 12-13 ans. Okay. D'accord ? Ça dépend des métaux, mais grosso modo, en moyenne, c'est 17 ans. Sur le lithium, c'est un tout petit peu différent parce que tu as des exploitations de lithium qui ne sont pas vraiment des mines. Notamment en Amérique du Sud, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des salars. Tu sais, c'est des anciennes étendues d'eau de mer. Donc, tu as des déserts de sel. Et ce sel, il contient du lithium. Et donc, en fait, on lave le sel et on arrive à en extraire le lithium. Ça consomme beaucoup d'eau, mais on arrive à extraire du lithium. Et ça met moins longtemps à se mettre en place. Ça met entre 5 et 7 ans. Et moralité, ce qui s'est passé, c'est que les producteurs de lithium ont été beaucoup plus prompts à développer la production de lithium que les constructeurs automobiles à vendre la voiture électrique. Et donc, à court terme, on a trop de lithium. On sait qu'on va en manquer plus tard, mais aujourd'hui, le prix du lithium, il est à 9 000 $. Okay. Parce qu'à court terme, on en a trop. J'ai compris. Je vais acheter des contrats. Super. Et bon, moi, je vais demain aller sur eToro. Je vais dire, je voudrais aller acheter des contrats. Ouais. Vas-y, on voit. Ça va pas être simple. Comment je fais ? Ça va pas être simple pour deux raisons. La première, c'est que la quasi-totalité des matières premières sont cotées en dollars. Et tu as peu de banques privées qui veulent ouvrir des contrats en dollars pour leurs clients. Première chose. Qui veulent ouvrir des comptes en dollars pour leurs clients. Deuxième chose, sur la quasi-totalité des matières premières dans le monde, les contrats que tu peux acheter qui t'exposent comme ça au prix d'une matière première, ils sont à leur échéance débouclés avec une livraison physique de la matière première. Et là, un banquier, il n'a pas du tout envie de gérer la livraison physique pour des particuliers. Donc ils disent, on ne fait pas. Voilà. Donc nous... Ce qui explique aussi, pardon, Benjamin, mais... Alors, il y a deux choses, mais que normalement, a priori, tu vas la revendre, ce contrat, à un moment. Il y a un moment où tu as quelqu'un, le lithium, tu te dis, il vaudra 80, 160 000 peut-être, et puis tu diras, moi j'ai un contrat, vas-y, je te le revends 150, ouais. T'es content quand même. Bon, mais... Donc le banquier... Le problème, c'est que tu as toujours ce risque de livraison. Oui, tout à fait. Et ils ne veulent pas prendre ce risque. Mais le truc, c'est que ça explique aussi, j'imagine... la faible, je cherche le terme, mais volatilité de ces cours. C'est-à-dire que si les banquiers n'y vont pas, si j'ai pas des ETF là-dessus... Alors, il en existe des ETF, j'y viens. Mais donc, acheter des contrats en direct, c'est compliqué. Donc, tu peux passer par des ETF. Le problème de ces ETF, c'est que souvent, si tu prends un ETF, par exemple, sur le cuivre... Aujourd'hui, en France, beaucoup d'investisseurs ont l'essentiel de leur épargne financière dans des contrats d'assurance vie. Et un ETF sur le cuivre, il n'est pas éligible à l'assurance vie. Tu es obligé d'avoir une diversification pour être éligible à l'assurance vie. Et donc, c'est pour ça que nous, on a créé notre fonds, qui est un produit qui te donne une exposition à ces contrats, mais en mettant un intermédiaire entre nous et le contrat, ce qui nous évite d'avoir le risque de livraison. Donc, comme ça, tout le monde est content. Tu es exposé de la même façon, tu es exposé... au travers d'un intermédiaire, mais tu es exposé à la performance des métaux. Okay. Et on est diversifié sur 8 métaux, ce qui permet d'avoir une exposition à du cuivre, à de l'argent, à du nickel, à du zinc, et à un petit peu tout. Et on a un comité annuel qui va nous permettre de réallouer s'il y a des évolutions technologiques, s'il y a des évolutions en termes de production, parce qu'il y a des nouvelles mines qui ont ouvertes, etc. On va pouvoir réallouer le portefeuille. Ou s'il y a un métal qui est plus du tout utile, on va pouvoir le sortir. S'il y a un autre métal qui devient utile, on va pouvoir le rentrer. Voilà. Donc, l'idée, c'est celle-là. Donc, tu as moyen de faire comme ça et de t'exposer à la hausse des métaux au travers de
produits financiers qui vont te donner une exposition et qui vont, si les métaux s'apprécient, te permettre de profiter de cette hausse. Ok. Je regarde un peu ce que je trouve. En effet, je dois pouvoir faire... alors, tu peux rentrer en dollar cost averaging aussi. Je regarde un peu les évolutions des cours. 1 an, 3 ans, le cuivre. Alors, je suis pas sûr, hein. Je suis sur du expiring future, mais c'est... Il ne faut pas regarder les futurs parce que, en fait, tu peux pas... Si tu investis dans les futurs, en fait, ce que tu vas voir comme cours, c'est les cours chaînés. Or, à chaque fois que tu passes d'une échéance à une autre, tu payes l'équivalent des coûts de stockage. Donc, tu le vois pas, mais tu as un coût qui fait que si tu investis en regardant le cours du futur et que tu vois que le cours du futur sur 3 ans, il a fait 20%, toi, tu vas regarder ton compte en banque et en fait, tu vas peut-être faire que 5% parce que tu auras payé 15% de coûts de stockage sur 3 ans. Okay, donc il vaut mieux, je prêche pour ma paroisse, mais il vaut mieux passer par des gens qui connaissent ces marchés-là parce que sinon, tu as ces risques d'effets qui peuvent être un peu compliqués et difficiles à comprendre. J'ai du expiring future, non-expiry... alors je sais même pas ce que ça veut dire, tu vois, donc expiring future, donc les futurs, ouais, en effet, ça c'est des trucs avec du... Tu vois ce que c'est ouais. Donc avec l'expiring future, c'est là où tu payes ce que tu disais, c'est le ça, stock. Tu payes le coût de stockage dans le prix que tu payes. Ouais, ok. Et donc chez vous, ça ce que vous proposez, c'est proposé en France, à qui comment je rentre là-dedans? Tu vas à ta banque, c'est ce qu'on appelle un fonds d'investissement, un OPCVM. Ok. Tu vas à ta banque, tu vas voir ta compagnie d'assurance, tu lui dis je suis intéressé par ce fonds. Qui s'appelle comment? Il s'appelle OFI Invest Energy Strategic Metals. OFI. Et tu peux souscrire dès 1 euro. Ok. Tu souscris le matin, avant midi. Après, bon, ça dépend des délais que ta banque met pour passer les heures. Ta banque souscrit pour toi le jour J avant midi. Tu rentres au cours du soir du jour J. Ok. Voilà. Et tu veux sortir, tu passes ton ordre pareil. Si la banque nous passe l'ordre avant midi le jour J, tu sortiras sur le cours du jour J à la clôture. Alors j'ai OFI Invest Energy Strategic Metals XL. Alors XL, c'est la part pour les XL, c'est le nom des parts. Okay. Et en fait, il y a des différents noms de parts en fonction des montants que tu mets. En gros, si tu mets un gros mettant, moins tu payes de frais. Voilà. Okay. La part qui va intéresser les investisseurs, c'est la part RF, qui est la part sans rétrocession. En fait, tu as 2 types de parts. Si tu souscris via une assurance vie, ça se passe comme ça aujourd'hui. Les assureurs, généralement, ils nous demandent pour avoir accès à leurs clients de leur rétrocéder une partie de ce qu'on gagne. Tout à fait. Donc tu vas prendre une part R, une part retail, qui va être assez chargée parce qu'on doit partager les frais avec l'assureur. Si tu passes par un compte titre, tu peux souscrire à la clean share, la part RF, où là, c'est l'équivalent d'une part retail, mais sans la rétrocession qu'on va faire au réseau d'assurance. Voilà. Okay. Donc aujourd'hui, les frais vont être plus raisonnables. Ça, c'est le nom des fonds. Comment ça s'appelle c'est un petit nom. Les noms RF et tout ça, c'est des... Les parts du fonds. ISIN, c'est ça? Oui, c'est les codes ISIN. Code ISIN. Alors ça, c'est pas RF XL, ça c'est le nom de la part. Okay. Et chaque part a un code ISIN unique, qui est le code qu'il faut que tu donnes à ta banque si tu veux pouvoir acheter ou vendre ce fonds. Et dans ces codes, tu as potentiellement les fonds sur lesquels il y a des commissions et d'autres sur lesquels il n'y en a pas, c'est ça? Non, il y a toujours des commissions. Il faut bien qu'on vive, mon bon monsieur. Non, mais pour les revendeurs. Oui, c'est ça. C'est ça. Tout à fait. Et donc, le revendeur, il prend combien normalement en commission? Je ne sais pas si on peut dire ce genre de choses, mais ça va, on va dire, entre 40 et 60%. De la perf? Non, 40 à 60% des frais que nous, on demande. Ok, d'accord. Et vous... Donc, en gros, si sur une part, on demande 1,5%, en fait, il y a 0,75 qui vont en moyenne... au distributeur. Ok, et si je prends en direct chez toi, du coup, je ne paye pas ces 0,75? Alors, tu ne peux pas prendre en direct chez moi, parce que nous, on n'est pas une banque. Ok. Mais si tu passes par une banque avec un compte titre, normalement, elle ne prend pas de commission, puisqu'elle ne fait pas d'acte commercial. Et donc, à ce moment-là, tu peux prendre la part qui est dite clean share, c'est-à-dire sans rétrocession. Et là, tu vas payer grosso modo à peu près la moitié. Puisqu'on ne rétrocède pas les 0,75, tu vas payer 0,80, 0,85. Ok, super intéressant. Bon à savoir, parce que sur la perf à la fin, ça peut représenter beaucoup d'argent. Une grosse différence. Ouais. Ok, et donc là-dessus, vous avez plusieurs fonds. Il y en a d'autres qui ne sont pas du tout sur les matières premières. OFI doit gérer quelque chose. Il y en a surtout qui ne sont pas sur les matières premières. On doit gérer plus de 200 fonds.
l'essentiel de nos fonds En gros, il faut comprendre une chose, Mathieu. Les matières premières, c'est un investissement de diversification. C'est pas un investissement de cœur de portefeuille. Ce qui intéresse les gens dans leur portefeuille, c'est essentiellement les actions et les obligations. Donc, 98% des fonds qu'on a, 97%, ce sont des fonds sur des actions ou sur des obligations. Donc, tu as des fonds actions américaines, tu as des fonds actions japonaises, tu as des fonds actions européennes, tu as des fonds thématiques sur la biodiversité, des fonds thématiques sur le changement climatique. Oui, il y a plein de choses. Surtout que, comme tu le dis, c'est un fonds de portefeuille dans le sens où, en plus, ça va pas bouger tout de suite maintenant. Donc, c'est intéressant. Ça peut bouger tout de suite maintenant, mais il faut pas que tu le regardes tous les jours. Parce que, par contre, il faut avoir conscience d'une chose, c'est que les matières premières, comme c'est un prix spot, ça bouge très vite. Donc, c'est très volatile. Donc, il ne faut pas en mettre trop dans ton portefeuille. Même si tu es convaincu du truc, il ne faut pas en mettre 50% de ton portefeuille. Je ne suis pas sûr que tu sois habilité à donner des conseils, d'ailleurs. Non, je ne suis pas habilité à donner des conseils. Moi non plus. Donc, voilà, on le redit ici, nous, ce qu'on dit. Ce n'est pas un conseil. C'est pas des conseils. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez être all-in, on vous aura expliqué que c'est très volatile. Si vous voulez en faire un fonds, normalement, sur des investissements de décorrélation comme ça, on recommande de ne pas mettre plus de... alors suivant les profils de risque, mais entre 2 et 10-12% maximum, suivant que tu as un profil défensif, équilibré ou dynamique. Et voilà, et puis en plus, dans tout ce qu'on a expliqué aujourd'hui, alors vous pouvez vous décider, vous inventer un métier de trader matière première intraday aujourd'hui, mais en fait, on est quand même sur un truc où on l'a bien expliqué aujourd'hui, une vision stratégique long terme. Donc, c'est ça. Faut pas penser sur l'argent. C'est intéressant ce que tu dis, Mathieu, c'est que faire de la gestion très active sur les matières premières, c'est compliqué. Pour 2 raisons. D'abord, je le disais, il y a le coût de stockage qui va venir impacter votre performance, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que comme c'est un prix spot, si tu n'es pas dans le marché physique de la matière première, tu as les informations après les autres. Et donc, tu vas subir des corrections que tu ne verras pas venir et subir des accélérations de prix à la hausse que tu ne verras pas venir non plus. Mais enfin, si tu es long, tu seras plutôt content. Donc, il faut vraiment plutôt... Nous, le choix qu'on a fait, c'est nous, on n'est pas des traders. On est des gérants d'actifs. Et donc, on regarde des tendances à moyen long terme. Et donc, l'idée, c'est qu'est-ce que je vois sur le cuivre, qu'est-ce que je vois sur les métaux à un horizon 3 à 5 ans. C'est ça qu'on s'est fait comme réflexion. Voilà. Et par contre, on a la possibilité de revoir le portefeuille tous les ans parce qu'on n'est pas idiot non plus. On a constitué ce portefeuille sur la base des technologies qui utilisent des métaux aujourd'hui, mais on voit bien, tu vois par exemple que dans les batteries, ça évolue sans arrêt. Donc, il faut pouvoir adapter ce portefeuille. J'ai 2 questions. Si je me dis, OK, c'est super, mais lui, en fait, vous avez quoi 5 matières premières là-dedans 8. Je me dis, moi, tu sais quoi, c'est sympa, mais je pense que Benjamin et ses copains, là, chez Ophi, ils font trop de... ils vont un peu moyenner ma hausse, même si j'y crois, et je voudrais mettre all-in sur... je dis all-in, mais en tout cas, cette partie-là, sur le cuivre et sur... on a parlé pas de terres rares, mais depuis tout à l'heure de ce qu'ils utilisent dans les batteries. Le lithium. Le lithium. Je me dis, tiens, je veux plutôt faire que ces 2-là. Je peux pas le faire chez vous, ça. Je dois le faire sur des plateformes d'invest. Non, tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire chez nous aujourd'hui, en tout cas. Et tu as des concurrents qui font ça aussi, juste des fonds comme le tien. Il y a des ETF sur le cuivre qui existent, mais encore une fois, il faut avoir conscience d'une chose, c'est que si tu veux faire ça avec un compte titre, c'est possible. Dans un contrat d'assurance vie, tu ne pourras pas prendre un ETC, ça s'appelle un ETC, un Exchange Traded Commodities. Tu ne pourras pas le mettre dans un contrat d'assurance vie. Ok, très clair. Ça vient de me rappeler un truc, mais de spotter une lumière un peu. Mais le premier épisode sur les matières premières que j'avais fait, de mémoire, c'était parce qu'on se retrouvait, je sais plus, c'était sorti de Covid avec du dollar à zéro. Voire on te payait pour du pétrole. Du pétrole à zéro. Excuse-moi, le dollar, on l'aurait su. Du pétrole à zéro. Et je me suis dit, non mais, en fait, on sait tous, vous pourrez la réécouter, mais on sait tous que le pétrole vaudra un jour beaucoup plus que zéro. Je me disais, j'aimerais bien quand même acheter, je sais pas moi... alors en effet, il y a l'histoire de stockage, mais je sais pas moi... C'était tout le sujet, c'est pour ça que c'est devenu négatif. C'est qu'en fait, comme il y avait beaucoup moins de consommation, tu avais des producteurs de pétrole qui croulaient sous le pétrole et qui ne savaient plus quoi en faire. Bien sûr. Et comme ça coûte cher de stocker, ils étaient prêts à payer pour se débarrasser parce que ça leur coûtait moins cher que de stocker, parce que comme il n'y avait plus beaucoup de capacité de stockage... Ok, mais ça a duré quelques jours, quelques semaines. Ça ne durait même pas, ça a duré quelques heures. Oui, mais donc moi, tu vois... Il y en a qui ont fait des bons choix à ce moment-là, qui sont rentrés et qui ont gagné de l'argent. Mais d'accord, mais donc... Mais attention, Mathieu, il faut quand même avoir en tête aussi une chose, c'est que justement, le contrat a passé négatif parce qu'on arrivait tout près aussi de l'échéance du contrat, du moment où il allait falloir le livrer.
Et donc, les gens qui étaient propriétaires de ce contrat, il fallait qu'ils s'en débarrassent pour pas être obligés d'être... On ne parle pas du cours du dollar dans l'absolu. Exactement. On parle de cours de certains contrats. Du pétrole, j'y arrive pas, oui. Du pétrole, je les mets tellement proches. Ouais. Mais du pétrole dans l'absolu, on parle de certains contrats qui devaient être livrés. Il y avait des circonstances particulières qui faisaient qu'on était dans cette situation. Et là, en l'occurrence, on a beaucoup parlé de métaux. Mais si je veux parler de fossiles, par exemple, je me dis, moi, je vais investir dans le fossile. Peu importe, je suis cynique ou je sais pas, mais je me dis, je pense que de toute façon, il va y en avoir. Il y a aussi des ETF qui existent, enfin des ETC qui existent sur le pétrole, ça existe, effectivement. Pas chez nous, mais ça existe. Et encore une fois, pareil, si c'est pas diversifié, pas éligible à l'assurance vie la plupart du temps. Ok. On parle donc aujourd'hui, tu vois, on voulait parler de matières premières, on a mis un peu de côté le fossile comme ça, mais même si on y revient, sur tout ce qui est, tu m'as dit, donc matières premières agricoles, ça, il y a aussi tous les Européens et Français qui font plus, ou il y en a quand même qui le font, mais pas vous? T'en as qui le font, mais il y en a de moins en moins. La plupart des grandes banques françaises, par exemple, ont arrêté ce type de produits et font maintenant, quand ils font des matières premières, font des produits ex-agri, c'est-à-dire sans produits agricoles. Parce que les attaques avaient été violentes de la part des ONG et que ils ont un peu peur. Et selon toi, c'est de la façade? Je veux dire, est-ce qu'il y a un moment où, de toute façon, il faut quand même bien financer, il y a des cours, ils existent, donc il y a des gens qui achètent, qui mais vendent. Ça, c'est toujours la même chose. En fait, la problématique qui se pose depuis des années, c'est de savoir qu'est-ce que foutent les financiers dans les marchés de matières premières. Et en fait, si tu regardes les choses en vrai, et que tu étudies, j'ai creusé pas mal la question, les financiers apportent vraiment quelque chose à ces marchés. Je vais te donner un exemple tout simple. Il y a quelques années, sur le marché du lait, on a voulu supprimer les financiers de ce marché. D'accord ? On l'a fait. Super. Et donc là, tu te retrouves avec, d'un côté, des producteurs, qui sont généralement des fermiers, des agriculteurs, d'accord, de lait, qui sont très morcelés, enfin, c'est un marché très hétérogène, petit marché, pas forcément très bien organisé, même s'ils essayent de faire des coopératives, et avec un produit périssable. Et en phase 2, ils ont des industriels qui sont très organisés, avec des centrales d'achat, et qui savent qu'ils achètent un produit périssable. D'après toi, qui va fixer le prix ? Le prix, il va s'effondrer, parce que l'industriel, il va en profiter à mort. Les financiers, ils apportent quoi ? Ils apportent un autre regard dans ce marché. Et à un moment, si l'industriel abuse, et il dit, moi, je suis prêt à acheter à 10 centimes alors que le truc vaut 50 centimes, le financier va dire, en fait, moi, je suis prêt à acheter à 13 centimes. Puis donc, l'industriel va peut-être dire, OK, à 15 centimes. Et puis le financier va dire, moi, à 17 centimes, je suis prêt. Et comme ça, tu vas arriver à trouver le juste prix, parce que dans un marché, plus tu as d'acteurs qui ont des intérêts divergents, plus tu vas trouver le vrai prix d'équilibre. Je comprends. La vraie question, c'est à la fin, entre agneau et requin, et ce qui peut, en tout cas, je te parle peut-être d'une perception externe, mais tu te dis, en fait, quoi qu'il arrive, tu as deux requins, un agneau, et l'agneau, c'est ni le financier, ni le distributeur. Le requin, il se fout de savoir qui il mange. Tu vois, à un moment, on va prendre l'exemple inverse, à un moment, tu as une pénurie de lait. Là, tu as tous les industriels qui vont chercher du lait. Qui va fixer le prix du lait ? C'est l'agriculteur. Et donc là, le financier, lui, peut avoir intérêt à dire, là, t'abuses, quoi. T'es prêt à vendre à 100 € le litre de lait ? Moi, je suis prêt à le vendre à 50. Ok, tu descends à 49, je suis prêt à le vendre à 48. Et on va retrouver l'équilibre. Donc en fait, le fait d'avoir un acteur qui raisonne non pas en termes de j'ai une marchandise dont j'ai besoin, mais qui raisonne en termes de profitabilité, est-ce que le prix est le bon ou pas, ça va apporter quelque chose au marché, ça va aider à trouver le bon prix. C'est écrit d'ailleurs comme ça sur le site du ministère de l'économie, si tu regardes. Les financiers dans ces marchés-là permettent d'aider à trouver le bon prix, le juste prix d'une marchandise. Et là, on l'a vu de toute façon après, alors, sur un peu toutes les matières, mais on a vu aussi que les financiers se prenaient la tête parce que sur les tarifs de Donald Trump, puis il y avait des bateaux dans tous les sens, dans le Pacifique et dans l'Atlantique, mais dans le Pacifique, qui faisaient des allers-retours et qui tournaient en rond. Bien sûr, mais au-delà de ça, tu vois, les gens ont une fausse idée des financiers, on a l'impression qu'ils s'en foutent tout le temps plein les poches. Mais les types, quand ils font ça, ils prennent un risque. Et des fois, ils perdent. Il y a quelques années, il y avait un type que tout le monde appelait Chocolate Finger, qui était trader dans un hedge fund qui s'appelait Armajaro, qui avait essayé d'organiser un corner sur le cacao. Donc en fait, il avait stocké plein de cacao et il avait vidé le marché en se disant les prix vont s'envoler. À ce moment-là, moi, je vendrais mon cacao et je gagnerais plein d'argent. Sauf que le marché était plus fort que lui et le type, il a perdu sa chemise.
Il s'est fait rincer. Bien sûr. Parce que tu as quand même le marché en face de toi quand tu joues à ce genre de truc. Donc si tu veux, faut pas avoir une vision trop simpliste des choses. Je dis pas que les financiers sont des anges, hein. Mais en plus, sur certains marchés, notamment les marchés en France, tu as un marché du blé qui est coté en France par exemple, tu as des règles de position maximum que tu peux prendre pour éviter d'avoir trop de poids sur ce marché. Je pense que le sujet, il est vraiment là. Mais aujourd'hui, en plus, il faut bien voir que sur plein de matières premières où on a critiqué le rôle des financiers, je prendrai un seul exemple, le marché du riz. On a dit qu'il y a une époque, le marché du riz s'était envolé. En fait, il faut savoir que tu as moins de 7% du riz dans le monde qui est échangé sur les marchés internationaux. Parce que tu ne feras pas manger du riz africain à un japonais et tu ne feras pas manger du riz japonais à un indonésien. Voilà. Ils ont chacun leur type de riz. Pour nous, on appelle tous ça du riz, mais c'est pas le même riz. Et donc, en fait, il y a très peu de riz qui s'échange sur les marchés internationaux. Donc, il faut... en fait, il y avait Philippe Chalmin, qui est un autre grand nom des matières premières, qui avait fait une remarque intéressante il y a quelques années. Il avait dit, les financiers, c'est comme l'écume sur la vague. S'il n'y a pas de vague, il n'y a pas d'écume. Donc, en gros, s'il y a des marchés agités, il y a des financiers qui vont essayer d'en profiter. Ils ne vont pas toujours gagner, il faut bien l'avoir en tête. Mais ils vont essayer d'en profiter. Et donc, il y a de l'écume sur la vague. Mais ça n'est qu'une écume. C'est pas ça qui fait la vague. La vague, elle est là ou elle n'est pas là. Benjamin Louvet, directeur des gestions matières premières chez Ophi Invest Asset Management. On a parlé de ton livre Métaux, le nouvel or noir. Il est disponible, je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode, sur la newsletter de La Martingale. Je vous invite à vous inscrire sur la newsletter parce qu'on parle de plein de choses aussi sur cette newsletter. Je pense qu'on t'invitera aussi dans le podcast d'Amaury, oui, et sur la chaîne YouTube, sur Allô La Martingale pour des échanges plus relatifs à l'actualité. Là, on est plus sur du long terme, ça peut être très cool. Je vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter. Ouh là là, j'y arrive plus. En fin d'épisode, on est au bout. À la chaîne YouTube, parce que elle grossit, on se régale sur YouTube, sur La Martingale. Voilà, c'est chez Brochet. Et puis évidemment, on a noté le nom du fonds que je reprends quelque part ici. Non, tu vas me le redonner. Ophi Invest Énergie Stratégique Métaux. Voilà, exactement. Il va partir dans l'espace. Après tout ça, en tout cas, je le redis, on ne donne pas de conseils en invest. Moi, je veux éclairer, je veux comprendre comment tout ça se fait. Évidemment, je vais chercher des spécialistes et de temps en temps, eux ont leurs propres intérêts. Mais, oui, soyons clairs, il y a d'autres produits, encore une fois. Il n'y a pas que le nôtre. Moi, j'ai parlé du nôtre, mais effectivement, tu as d'autres maisons qui font des produits aussi sur les métaux. Toutes les grandes maisons, genre les BNP, tout ça ou pas toutes les grandes maisons, mais tu as des produits, effectivement, chez des concurrents anglo-saxons. En France, je ne sais pas s'il y a un produit comme ça sur les métaux dans les grands réseaux, les grandes banques françaises. Mais en tout cas, il y a des produits concurrents, donc renseignez-vous et comparez. Voilà. Super intéressant en tout cas de voir comment l'actualité, l'avenir, l'écologie, l'économie, tout ça impacte aussi ou impactera nos finances. C'est au cœur des problématiques des années qui viennent. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais les Américains, par exemple, Trump, c'est sur les métaux qu'il a pris le plus de décrets depuis qu'il est revenu au pouvoir. Incroyable. Benjamin, est-ce que tu as une petite martingale, un petit péché mignon d'investissement, un endroit où tu investis, toi, qui n'a rien à voir avec les matières premières, rien à voir avec ce dont on a parlé aujourd'hui? Alors, c'est encore un peu des matières premières, mais c'est plus pratique, c'est plus tangible. Le vin, j'aime bien le vin. Ah, tu en achètes, tu en revends? J'en achète, non, j'en revends pas. Okay. En fait, sinon j'y arrive pas. Non pas que j'ai une consommation excessive, mais en fait j'achète des vins que j'aime et donc j'achète pas ça pour spéculer. Moi j'en achète en me disant un jour peut-être, j'achète des vins beaucoup trop chers en me disant peut-être qu'un jour j'en revendrai la moitié pour me payer ceux que j'ai achetés et puis en fait pareil, je les revends pas donc ça marche pas. Le vin c'est les amis, le vin c'est les bonnes soirées. Voilà. Cependant quand tu les achètes bien, au moins, avec modération, mais cependant quand tu les achètes bien, ça te permet quelques années plus tard de pouvoir consommer du vin qui t'aurait coûté vraiment littéralement beaucoup trop cher et que tu ne serais jamais payé. Exactement. Donc c'est toujours pas mal. C'est un peu ce que je fais avec les futurs. Moi en fait je me rends compte, je fais pareil avec les places du Paris Saint-Germain, tu vois. Ouais. J'achète un abonnement, je paye du futur et puis le contrat arrive à terme, je me dis attends on est à 2 semaines de la demi-finale, est-ce que je la garde, est-ce que je la vends? Voilà, putain je suis un trader, je le savais pas. Allez bisous, salut, merci Benjamin. On suit sur LinkedIn tout le monde, je mettrai le lien. À plus, salut.